J'ai 33 ans et je vis sur Strasbourg. Je travaille dans la restauration et c'est un peu le sujet de l'histoire que je veux raconter aujourd'hui. J'ai commencé mon service. Je suis serveuse, donc ça s'est bien passé au début. On a commencé à avoir de l'affluence au travail, des clients qui arrivent avec ou sans réservation. Et j'étais en salle avec ma patronne et un serveur. Donc moi je prends les commandes, je les écris sur papier, je les donne à ma patronne qui elle ensuite les rentre dans un ordinateur qui envoie à la cuisine les bons, les plats pour les clients. Donc à un moment donné la cuisine sonne, je vais chercher les plats, comme chaque fois quand ça sonne. Et j'ai le chef de cuisine qui me dit qu'on devrait aller plus doucement, qu'ils ne s'en sortent pas et qu'on devrait faire attention. Je lui explique, je m'excuse envers lui parce que voilà, on a de l'empathie, on travaille dans la restauration, on sait comment ça se passe. Quand on a un coup de jus ou un rush, ça va vite, les personnes ne peuvent pas forcément suivre. Donc nous, on est une équipe, on s'aide, on veut qu'un service se passe très bien. Donc il me dit ça, je m'excuse auprès de lui, même si je n'avais pas forcément de tort, ou même si j'en avais, je m'excuse quand même envers lui. Et je lui explique que voilà, il faudrait le dire à la patronne, que c'est elle qui envoie les commandes. Et donc de là, il me dit que je ne devrais pas lui répondre. Donc à ce moment-là, je prends mes plateaux, je vais en salle, je croise ma patronne et je lui explique qu'ils sont fâchés en cuisine, qu'apparemment ils reçoivent trop de bons, donc elle devrait tempérer. Elle va les voir et je la suis par derrière pour déposer simplement mon plateau. Je ne m'attendais à rien d'autre. Poser mes plateaux et revenir m'occuper de mes clients. Et j'entends cette salope, quand je parle, elle se tait. Donc étonnée. Africains, en dehors de certains États qui font figure d'exception. En dépit de tous les gisements dont dispose l'Afrique en termes de minéraux, le continent accuse toujours un grand retard sur le plan des infrastructures économiques, du développement et de la santé, comparé au reste du monde. De l'exploitation clandestine à la mauvaise redistribution des richesses, plusieurs facteurs expliquent ce gros du continent africain sur le plan du développement en général. En voici les pays africains les plus riches en ressources naturelles, mais aussi les plus pauvres. Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. De la République démocratique du Congo. La RDC fait partie des États les plus riches d'Afrique en gisement en raison du fait que le pays couvre à lui tout seul 34 de la production du continent en diamants. Le pays fournit également 13 du cuivre produit sur le continent. Fait plus surprenant encore, la valeur des minéraux encore inexploités en RDC est estimée à plus de 24 milliards de dollars. Le sous-sol congolais contient également du coltan, un métal que l'on retrouve dans nos téléphones portables. Les minéraux de... Je savais qu'il parlait de moi, on avait discuté 2 minutes auparavant. Et je vais le voir d'un ton ferme en lui disant qu'il n'a pas à me parler comme ça, que je n'ai pas à me taire, que je lui ai simplement répondu. Et de là, en fait, s'enchaîne une dispute où le ton monte et ça part dans les insultes, les menaces de mort, je vais t'éclater ta tête contre le sol, ici c'est moi le chef, t'es pas au-dessus de moi. Donc c'était vraiment un enchaînement de violences. Elles étaient verbales, mais elles faisaient mal.
Donc à ce moment-là, je demande à ma patronne de quitter les lieux parce que c'était trop, je ne pouvais pas supporter ça. Elle accepte, donc je rentre chez moi. Arrivé vers l'après-midi, j'appelle ma patronne, donc je prends l'initiative d'appeler ma patronne comme le soir même je devais encore avoir un service. Et je lui explique qu'on devrait régler l'histoire, que c'était pas normal que je me fasse insulter et qu'il me menace alors que je n'avais rien fait. Elle me dit d'accord, il n'y a pas de problème, je te comprends, c'est vrai qu'il est allé trop loin, mais ce soir ne viens pas travailler, comme ça les tensions s'apaisent et demain on en rediscute. Très bien, donc moi ça m'allait. Demain je reviens, le lendemain matin, c'était un dimanche matin, je reviens au travail, tout va bien avec mes collègues, je parle avec la patronne, elle me dit après le service qu'on allait discuter tous les trois pour régler cette histoire. Donc entre-temps le service se passe très bien, lui et moi on se dit pas bonjour, on n'a pas de contact, donc tout se passait bien. Il était environ 15h30 quand on monte au bureau avec la patronne et que ce cuisinier nous suit. Donc il s'assoit à côté de moi, même pas 5 mètres, vraiment même pas 5 mètres. Et je lui demande donc voilà, si on pouvait discuter de ce qui s'était passé la veille, qu'on règle les choses. Et tout de suite il s'énerve et il me dit mais je n'ai rien à te dire, je parle pas avec toi, je te dois rien. Donc je le regarde un peu ébahi, je souris, je lui dis ok, je regarde ma patronne, voilà, je lui explique on peut pas discuter, tant pis, on en reste là. À ce moment-là, je pensais que c'était fini. Je pensais que ça n'irait pas plus loin, que voilà, nos rapports au travail allaient changer, qu'on se dirait même plus bonjour et que voilà, ça allait s'arrêter là. Sauf que non. Sauf que ça allait très très loin et beaucoup trop loin. Donc il se lève, il me tourne le dos, mais il était toujours en face de moi, il me tourne le dos et il me dit la prochaine fois, tu fais comme tes ancêtres, tais-toi. Donc je regarde ma patronne parce que je me suis dit j'ai pas bien entendu. Peut-être que je m'imagine, même si je savais que j'avais très bien entendu, mais je cherche le regard de ma patronne. Elle me regarde avec les grands yeux, la bouche grande ouverte, toutes les deux, en fait, on avait compris la même chose. Et que en moi, j'ai senti une colère totale. Je ressens une colère en moi, je me lève, je cours vers lui, mais j'étais vraiment dans une furie, je le dis, et je lui demande de répéter. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être qu'on n'a pas entendu. C'est-à-dire, je me remets encore une deuxième fois en question. Donc je lui demande de répéter, il était assis dans son bureau, et là, il se lève, et il me dit, ouais, t'as bien entendu, la prochaine fois, tu fais comme tes ancêtres, tais-toi. Et donc là, ça commence les insultes, que ce soit de ma part ou de sa part. Je lui dis qu'il va regretter ses paroles, que je reviendrai même avec mes ancêtres s'il le faut, mais que ça ne passera pas. Donc je sors tout de suite du bureau parce que c'était vraiment trop pour moi d'entendre juste... Véritablement, parce que je vous ai parlé de ces chiffres. C'est vrai que l'année 2020 était une année très difficile à cause de la pandémie qui avait frappé aux portes du monde entier. Et donc, on avait vu notre PIB descendre à près de 1,9 alors qu'on venait de 4,6. Aujourd'hui, on est remonté, on est à 4,6. Mais véritablement, de ce côté-là, si jamais on n'appliquait pas ces méthodes strictes de surveillance et le cas échéant de punition, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des dérives dans la manière de... Les patrons ont été virés. C'était délicat. Bon, d'abord, non seulement ont été mis de côté, c'est ça le terme que je vais utiliser, mais ça a surtout demandé à ce que, pour tous ceux qui sont aux affaires pour le moment, à tout moment, ils doivent savoir qu'ils sont redevables. Et ça change leur manière de se comporter dans les dépenses publiques. Quand on rencontre celui qui est à Njili, dans la banlieue de Kinshasa, ou celui qui est à Bunia, dans l'Est, il se dit, mais quand on dit que ça s'est amélioré l'économie, comment ça se manifeste dans mon assiette? Qu'est-ce que vous lui répondez? Nous allons lui répondre que nous travaillons pour l'amélioration justement du palier de la ménagère. Lorsque nous arrivons dans un contexte où il y a des retards en tout. Et donc d'abord, il faut rattraper ces retards.
C'est à ça que nous sommes actifs. Si jamais je ne dois aller que dans un seul secteur, nous prenons notre administration. Parce que pour que le pays fonctionne, il faudrait qu'il soit bien administré. Notre administration connaissait des difficultés dans son fonctionnement. Donc nous avons dit, il faut un retour à la normale. Et c'est à ça que nous nous sommes activés. Pour que d'abord, la plupart de ces membres qui sont dans notre administration publique se sentent reconfortés dans la normalité de leur fonctionnement. Ça améliore leur perspective d'avenir. Et maintenant, à côté de ça, oui, nous avons pris aussi d'autres mesures en disant, tiens, si jamais nous revenons sur l'amélioration du climat des affaires, sur l'assainissement de notre système de taxation, nous pouvons améliorer nos prix sur le terrain. Et donc nous annonçons et nous entrons en discussion. Avec le secteur aérien, c'est quelque chose que nous avons terminé. Aujourd'hui, nous avons défini un cadre qui va revoir les prix à la baisse de manière assez drastique et permettre bien sûr une interaction au niveau national de tous les déplacements, mais avec... C'est-à-dire baisse des prix des billets d'avion, c'est oui, ça? C'est bien ça. Ok, ça c'est pour ceux qui prennent les avions. Ça c'est pour ceux qui prennent les avions. Alors, mais nous appliquons, nous appliquons exactement les mêmes méthodes pour les autres denrées. En fait, ici nous avons ce que nous appelons les produits de froid, qui sont les plus consommés. Les surgelés. Oui, voilà, tout à fait. Et nous discutons avec cela pour dire, nous allons aussi aller de notre côté, du côté du gouvernement, vers un allègement pour permettre à ce que eux, à leur niveau, ils puissent baisser les prix. Il faut revenir sur le fait que c'est un système qui avait besoin d'être assaini. Parce qu'il y avait beaucoup de corruption à l'intérieur du système et nous continuons à travailler là-dessus pour qu'on puisse arriver à ce résultat. C'est en cours, c'est déjà annoncé et ça va arriver. Depuis votre arrivée à la tête du gouvernement il y a 100 jours, on n'a toujours pas de budgétisation des actions engagées, aucune loi des finances rectificatives. Comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est un peu au pif? Non, non, pas du tout. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes arrivés dans un contexte avec une loi budgétaire déjà adoptée pour l'année 2021. C'est la boussole, ça veut dire que lorsqu'on arrive, c'est la continuité de l'État. Simplement, nous disons qu'à partir du moment où nous avons des crédits supplémentaires, et j'en ai parlé, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons plus de recettes. Lorsque nous avons ces crédits supplémentaires, nous revenons sur les arriérés de ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous voulons investir. Mais c'est pas au pif. C'est vraiment, véritablement, sur les retards qui ont été engrangés. Un état de siège a été décrété il y a quelques mois. Nous en sommes au 5e prolongement de cet état de siège. Quel bilan? L'état de siège est l'une des décisions phares prises par le président de la République à l'avènement de notre gouvernement. Dès que le gouvernement est installé, c'est la première décision qui est prise. Parce qu'elle découle d'une demande de la population. N'oublions pas que nous venons d'un cycle de violence dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, particulièrement, de plus de 25 ans. Cette demande est pressante en disant nous avons besoin de voir ce cycle s'arrêter. Aujourd'hui, parce que c'était ça la question, nous disons que nous avons des avancées. Parce qu'il y a d'abord des localités sur lesquelles l'autorité de l'État avait été mise en mal, nous n'avions plus notre présence là-bas, que nous avons récupéré. Il y a des routes qui n'étaient plus praticables parce qu'il y avait des barrages, des coupeurs de routes qui se sont arrêtés. Il y a des rééditions parce que ça c'est le plus important. C'est que dans le travail qui est fait, il faut absolument amener ces jeunes qui ont été injustement amenés dans ces mouvements et ces dommages de force négative à revenir à la vie normale. Et donc, revenir à la vie normale, il faut ce fameux processus de démobilisation, démilitarisation et réinsertion à la vie sociale. À la vie sociale. À quel point vous en êtes? Parce que de ce côté-là, on a l'impression que c'est au point zéro. Aujourd'hui, nous avons non seulement la structure. Ça, je sors du bureau, je vais à la rencontre de tous mes collègues, ils étaient 7, en terrasse, ils nous entendaient, ils nous attendaient même. Et à ce moment-là, je leur explique que, voilà, que leur collègue est un raciste, qu'enfin on voit son vrai visage, qu'il devra avoir honte, comment ils ont pu travailler avec lui, en fait, même moi-même sans rien remarquer. Et 20 secondes après, même pas, il me suit par derrière. Et là, un déferlement, un déchaînement de haine, sans même que je lui parle à lui directement. Mais de toute façon, t'es qu'une esclave, moi je ne parle pas avec les nègres, 400 ans d'esclavage, mais c'est bien fait pour vous les noirs, de toute façon je vais voter Marine Le Pen en 2022, comme ça il n'y aura plus de noirs en France. Mali par exemple refuse de remettre ses laissez-passer, donc finalement il y a une sorte de blocage administratif. Et c'est normal. Donc on envoie nos gamins mourir au Mali
Mali pour protéger le pays des groupes armés islamistes, et eux, ils refusent de reprendre en vertu du droit international qui pourtant les y oblige, leurs ressortissants lorsqu'ils veulent le faire. Eh bien écoutez, j'irai voir le président du Mali, et je lui dirai qu'il n'y a plus d'aide au développement à destination du Mali. Un pays où nos militaires vont se battre depuis 8 ans et certains en sont morts là-bas, suspendrait l'aide au développement, alors même que l'aide au développement, on se bat pour que l'État malien ne s'effondre pas et ne laisse pas la place aux islamistes. Non mais pardon, mais alors, ça veut dire qu'on subit le chantage? Moi je subirai pas le chantage, hein. Je vous le dis tout net. Hein. Mais c'est ce qu'essaye d'essayer. Moi, je ne subirai pas le chantage. Mais Nicolas Sarkozy, donc je vais faire pire que ça. Et Emmanuel Macron dit la même chose. Non mais je vais vous faire pire que ça. C'est que j'irai voir le président du Mali et je lui dirai que non seulement il n'y a plus d'aide au développement, mais que de surcroît, il n'y aura plus, ou extrêmement limité, de transfert d'argent des ressortissants maliens qui travaillent en France vers le Mali, Western Union, etc. Ce sera terminé. Voilà. Donc je suis sûr, convaincu, que le président du Mali acceptera de reprendre ses ressortissants. Donc on comprend que vous êtes confiant dans votre capacité de conviction, en tout cas les efforts diplomatiques permettraient de régler cette situation. Car le peuple français se doit d'être respecté. Et moi je pense qu'il y a une absence totale de respect pour le peuple français lorsque des pays qui profitent tout de même de l'argent envoyé par leurs compatriotes qui travaillent chez nous, qui touchent l'aide au développement et qui en plus bénéficient de la sécurité que leur apportent nos militaires, se permettent de ne pas reprendre leurs ressortissants lorsqu'on leur réclame légitimement dans le cadre du droit international. Pour bien comprendre, en attendant que ces efforts diplomatiques aboutissent, ce citoyen malien est bien dans un centre de rétention. C'est bien ça, aujourd'hui. En attendant d'être expulsé. Oui. Chez les clandestins. La limite, c'est 90 jours dans un centre de rétention. C'était 45 jours, ça a été doublé, 90 jours. Qu'est-ce que vous faites si, au bout de 90 jours, le Mali ne délivre pas de papier pour l'accepter? Est-ce que ce citoyen malien qui doit être expulsé reste plus de 90 jours, 6 mois, 1 an, 1 an et demi dans un centre de rétention? De régler le problème. Et si ça n'est pas le cas? Mais ça, je suis convaincu de régler le problème. Et si ça n'est pas le cas, parce que ces efforts-là avec le Mali sont faits présidence après présidence et n'ont jamais abouti. Non, c'est faux ce que vous dites. Ce que vous dites Nicolas Sarkozy menaçait déjà de suspendre l'aide au développement. Oui, mais il ne l'a pas fait. Le problème de ces présidents qui se succèdent, c'est qu'ils parlent, mais qu'ils n'agissent pas, et c'est bien ce qu'on leur reproche. Il ne faut pas menacer si après on ne met pas à exécution sa menace, car sinon la parole de la France ne vaut plus rien, et c'est bien le problème. Donc moi je ne menacerai pas. J'annoncerai ce que je ferai si la situation ne change pas. Et je le ferai. Il faut que encore une fois, les exécutifs, les dirigeants des pays dont sont issus les immigrés le sachent. Mais je ne ferai pas que ça. Je couperai les pompes aspirantes de l'immigration. J'arrêterai, après ce référendum, le droit du sol. Je supprimerai la possibilité de régulariser les clandestins, car c'est trop facile. On vient, on reste clandestin pendant 3 ou 4 années, et puis après on se fait régulariser. Eh bien si, c'est honteux d'ailleurs à l'égard de ceux qui font l'effort de venir de manière légale, remplissent des papiers, remplissent les conditions. Donc les clandestins ne pourront plus être régularisés. Alors c'est vrai, certains diront c'est un peu dur. Oui, mais je crois que c'est nécessaire. Marine Le Pen, vous disiez tout à l'heure à propos de la loi de séparatisme que cette loi, portée par Gérald Darmanin, a raté sa cible. Et pourtant, vous vous êtes abstenu. La plupart des députés des Républicains. On a passé 10 jours sur la mer, sur la route pour essayer de rejoindre l'Europe. Si on arrive jusqu'à là, on attend, les gens disent qu'on va retourner, on va nous rapatrier. Ça va être une chose très compliquée pour nous. La traversée la plus courte pour rejoindre l'Europe serait d'une centaine de kilomètres en partant du Maroc. Mais depuis que ce pays, aidé par l'UE, surveille au plus près ses eaux, les migrants préfèrent partir depuis leur propre côte. Au cours de ce périple, un réfugié sur 16 trouve la mort. Actuellement, les hôtels à Grande Canarie hébergent plus de 4000 migrants, parmi eux des Marocains, des Mauritaniens. Une présence qui incommode les insulaires. Les habitants manifestent souvent comme si la crise n'était pas due à la Covid-19. Les hôtels sont pour les touristes et non pour accueillir des migrants. En temps normal, plus de 12 millions de touristes séjournent dans les hôtels des îles Canaries.
En ce moment, leur taux d'occupation est inférieur à 10%, d'où le besoin de trouver un bouc émissaire. Dans les stations touristiques, les rumeurs concernant les vols et les violences vont bon train et déclenchent parfois des chasses à l'homme contre les réfugiés. Les gens ici se sentent envahis. Ils ont le sentiment que les migrants veulent s'emparer de leur île. Je ne suis pas raciste, pas du tout. Mais je suis une femme. Je m'étais toujours sentie en sécurité ici, mais plus maintenant. Le ministère espagnol des Migrations a ordonné la construction de 7 camps pour accueillir les réfugiés. Dans cette caserne de police, ils sont littéralement parqués, 20 hommes par tente, sans lumière ni douche, comme le rapportent les médias espagnols. La stratégie du gouvernement central sur les îles Canaries est claire. On laisse passer les personnes dites vulnérables vers l'Espagne et le reste de l'Europe. Pour les autres, la consigne est de les refouler vers leur pays d'origine. Grande Canarie. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, au moins 600 migrants sont morts en 2020. Ils tentaient qui m'ont enchaîné, que je devais retourner au Congo, parce qu'il faut savoir qu'il ne m'a pas demandé de retourner en Afrique, où voilà, c'est vaste. Il m'a dit de rentrer au Congo parce qu'il sait que je suis originaire du Congo. C'est-à-dire, il pesait ses mots, il savait de quoi il parlait. Donc il m'a dit que je ne serais jamais chez moi en France, que j'aurais beau faire ce que je veux, je ne suis pas française, qu'il fallait que je retourne mieux manger des bananes dans les arbres au Congo. Enfin, il répétait des phrases et à un moment donné, je ne l'entendais plus en fait. Parce que c'était trop. Je me demandais comment on est passé d'une petite engueulade au travail pour des tickets à l'esclavage. Comment il a pu mettre tout un peuple, toute une histoire, enfin Je me demandais comment il a pu arriver à mettre autant de haine dans ses propos pour une histoire, voilà, de ticket. Parce que c'est clairement ça en fait, tout est parti d'un ticket, d'un bout de papier. Il a remis en cause, voilà, mes origines, où je suis née, qui je suis. Il m'a humiliée publiquement. Et tous mes collègues autour de moi, il y avait ma patronne qui était là, pas une seule personne n'a réagi. Donc j'étais seule face à lui. Et j'avais l'impression d'être seule face à 20 000 personnes. Et que lui, on lui disait continue à parler et que moi, on ne pensait pas en fait à ce que je ressentais, en tout cas au moment où il m'insultait. Parce que ça n'était plus des insultes, des gros mots. Ce n'était plus un simple pute, connasse. On peut passer outre. C'était mon histoire, qui je suis, ma personne qui a été atteinte. Et donc là, je ne pouvais plus l'écouter. Pour vous dire qu'il y a des mots qui ont été dits que je n'entendais plus. Parce que dans ma tête, c'était trop. Je n'avais jamais autant été agressée verbalement que ce jour-là en fait. C'était la goutte d'eau. Comme il a déjà pu nous arriver à tous, une histoire de racisme, ou des mots déplacés, voilà, des choses qui ne se disent pas, qui blessent, mais qu'on passe outre. Là, c'était vraiment la limite, la ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir, et pourtant il l'a faite. Et quand il le faisait, il était à l'aise. Il savait ce qu'il disait, il mettait toute sa rage. Il m'a menacé de mort, il m'a dit voilà, qu'il avait mon adresse, qu'il allait me retrouver, m'envoyer des gens, qu'il allait m'éclater la tête contre le mur. Ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté en fait, il ne s'est pas arrêté. Et il n'y avait personne pour l'arrêter. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti en fait que c'était un idéal qu'il avait besoin d'exprimer. Et il voulait le dire. C'est comme s'il avait attendu le bon moment. Alors qu'il n'y a pas de bon moment pour dire des choses comme ça en fait. Des choses aussi blessantes, des choses aussi graves. Et je ne comprends pas qu'en toute impunité, il s'est permis de le faire et que personne ne tourne à réagir. Personne, j'étais seule face à lui. Africains, en dehors de certains États qui font figure d'exception. En dépit de tous les gisements dont dispose l'Afrique en termes de minéraux, le continent accuse toujours un grand retard sur le plan des infrastructures économiques, du développement et de la santé, comparé au reste du monde. De l'exploitation clandestine à la mauvaise redistribution des richesses, plusieurs facteurs expliquent ce gros du continent africain sur le plan du développement en général. En voici les pays africains les plus riches en ressources naturelles, mais aussi les plus pauvres. Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence.
ressources de la République démocratique du Congo. La RDC fait partie des États les plus riches d'Afrique en gisement en raison du fait que le pays couvre à lui tout seul 34 de la production du continent en diamants. Le pays fournit également 13 du cuivre produit sur le continent. Fait plus surprenant encore, la valeur des minéraux encore inexploités en RDC est estimée à plus de 24 milliards de dollars. Le sous-sol congolais contient également du coltan, un métal que l'on retrouve dans nos téléphones portables. Les minéraux de la Guinée-Conakry. Autre pays africain réputé pour la légendaire richesse de son sous-sol, la République de Guinée. Les experts s'accordent à dire que la Guinée aurait été l'un des pays les plus riches d'Afrique. Sur le plan économique, n'eût été les décennies de dictature militaire qui ont considérablement freiné son développement. La Guinée couvre à elle toute seule près de 95% de la production du continent en bauxite. L'uranium du Niger. Même s'il est considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la zone CEDEAO, le Niger est de plus en plus sollicité par les grandes puissances mondiales dont la France en raison de ses réserves importantes en uranium. Avec une production estimée à 4 millions de tonnes en 2015, le Niger est devenu le 4e plus grand producteur d'uranium et incontestablement le plus grand producteur en Afrique. Le Niger fournit à lui tout seul 44% de l'uranium africain. Le Niger est aussi une véritable mine d'or car son sous-sol est aussi riche en calcaire, en argent, en étain ou encore en gypse. L'Afrique du Sud et ses richesses. L'Afrique du Sud est sans doute l'un des pays africains qui tire pleinement profit de la richesse de son sous-sol qui contient principalement du diamant, de l'or, du cuivre, de la platine, du charbon et du manganèse. Pour ne citer que ces gisements. À ce jour, le pays de Nelson Mandela reste le premier producteur au monde de platine, de manganèse, de vanadium et de chrome, un métal à ne pas confondre avec le navigateur de Google bien sûr. L'Afrique du Sud est aussi le plus gros producteur d'or sur le continent. Le Botswana et ses diamants. Le Botswana occupait la première place à l'échelle mondiale du classement des plus grands producteurs de diamants mais a dû céder son fauteuil de leader à la République fédérale de la Russie en 2015. Mais il reste tout de même le premier pays producteur de diamants en Afrique et détient actuellement près de 35% des réserves du continent. Mais à côté de cette matière, le sous-sol botswanais est également très riche en or, en nickel et en cuivre. Le Zimbabwe et ses gisements intarissables. Malgré le gros retard de ce pays sur le plan du développement, il fait partie des États africains ayant les sous-sols les plus riches. Le sous-sol du Zimbabwe est extrêmement riche en calcaire, en zinc, en nickel, en plomb, en phosphate et en cuivre. Après l'Afrique du Sud, le plus gros gisement de cuivre sur le continent se trouve au Zimbabwe, ce qui en fait l'un des principaux exportateurs au niveau mondial. Le sous-sol du Ghana, tout comme l'Afrique du Sud, le Ghana tire également profit des ressources naturelles contenues dans son sous-sol. À lui tout seul, le pays couvre 15% de la production africaine en or. Ce qui en fait le deuxième plus gros producteur du continent juste derrière l'Afrique du Sud. Le sous-sol ghanéen est également riche en manganèse, bauxite et en diamants. Le cuivre de la Zambie. La Zambie est le plus gros producteur de cuivre en Afrique car il assure plus de 65% de la production totale du continent africain. La demande mondiale en cuivre ne cesse de croître, une bonne aubaine pour la Zambie. L'uranium, principale ressource naturelle de la Namibie. Même si le sous-sol namibien regorge de nombreux minéraux, l'uranium reste la principale ressource du pays. La production d'uranium représente aujourd'hui près de 15% des revenus du pays sur une année. L'aluminium au Mozambique. Avec une production estimée à 530 000 tonnes, le Mozambique occupe la 15e place du classement des plus gros producteurs d'aluminium au monde. En Afrique, le Mozambique vient en 2e position juste derrière. Face à sa haine, je me suis sentie désemparée. Une fois arrivée chez moi, maximum 2 heures après, je reçois un appel de mon patron. Donc, il me demande de lui raconter ce qui s'est passé. Je lui explique qu'il est au courant, puisque sa femme était présente. Il me dit qu'il veut entendre ma version. Donc, je lui raconte la scène. Et du tac au tac, il m'explique que c'est son chef de cuisine, qu'il a besoin de lui, qu'il est en CDI, que moi je suis seulement en CDD. Donc le choix est vite fait. Il me dit, tu peux passer demain matin, donc lundi, le lendemain matin, récupérer tes papiers de fin de contrat. Alors j'ai une minute de silence, même si c'était 1 seconde, ça me paraissait même 1 heure de silence. Et je lui dis non. Je ne veux pas, moi s'il faut revenir travailler demain, je reviens travailler demain, mais lui, il doit être viré, il ne doit plus être dans cette entreprise.
après ce qu'il a fait. Ça me semblait logique qu'il pense aussi comme ça. Apparemment, je me suis trompée et donc j'ai refusé. Il m'a dit de faire ce que j'avais à faire. Et de là, en fait, s'ensuit un enchaînement d'événements. Il est toujours en poste. Tout va bien pour lui. Et j'ai reçu 3 jours après une lettre de convocation pour un licenciement pour faute grave. Donc je croyais à une caméra cachée. Déjà tout le long de cette dispute. Déjà le samedi, je suis revenue travailler entre-temps, donc tout se passait bien. Ensuite, je me prends des menaces de mort, des injures raciales. Et on me dit que parce que j'ai un CDD, donc je ne vaux rien, clairement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc 3e coup de massue pour au final être licenciée pour faute grave. Et face à sa haine, je me suis sentie désemparée. Une fois arrivée chez moi, maximum 2 heures après, je reçois un appel de mon patron. Donc il me demande de lui raconter ce qui s'est passé. Je lui explique qu'il est au courant puisque sa femme était présente. Il me dit qu'il veut entendre ma version. Donc je vous raconte la scène et du tac au tac, il m'explique que c'est son chef de cuisine, qu'il a besoin de lui, qu'il est en CDI, que moi je suis seulement en CDD, donc le choix est vite fait. Il me dit, tu peux passer demain matin, donc lundi, le lendemain matin, récupérer tes papiers de fin de contrat. Alors j'ai une minute de silence, même si c'était 1 seconde, ça me paraissait même 1 heure de silence, et je me dis non. Je ne veux pas, moi s'il faut revenir travailler demain, je reviens travailler demain, mais lui, il doit être viré, il ne doit plus être dans cette entreprise. Après ce qu'il a fait, ça me semblait logique qu'il pense aussi comme ça. Apparemment, je me suis trompée et donc j'ai refusé. Il m'a dit de faire ce que j'avais à faire. Et de là, en fait, s'ensuit un enchaînement d'événements. Il est toujours en poste. Tout va bien pour lui. Et j'ai reçu 3 jours après une lettre de convocation pour un licenciement pour faute grave. Donc je croyais à une caméra cachée. Déjà tout le long de cette dispute. Déjà le samedi, je suis revenue travailler entre-temps, donc tout se passait bien. Ensuite, je me prends des menaces de mort, des injures raciales. Et on me dit que parce que j'ai un CDD, donc je ne vaux rien, clairement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc 3e coup de massue pour au final être licenciée pour faute grave. Et je crois que jusqu'aujourd'hui que c'est une caméra cachée, qu'on teste ma foi ou que, je cherche à comprendre. Aujourd'hui, je cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne ne soit pas punie. Même si moi j'ai porté plainte contre lui, mais voilà, le temps que l'affaire arrive au procureur, ça prend du temps. Mais dans l'entreprise, comme c'était dans les locaux, ils avaient un devoir de me protéger. Ils me virent. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a basculé dans le c'est pas grave, on le garde quand même, mais toi on te veut plus? Très bien Nadège. Alors aujourd'hui vous êtes entre de bonnes mains. Nous sommes quelque part dans la province de Maïdombe. C'est jour de paye, mais aujourd'hui, il y aura moins de fonctionnaires présents pour toucher leur salaire. Dans le passé, il y avait déjà eu des bagarres entre les Nounous et les Mbero. Ce n'est pas la première fois, ça c'est la seconde fois. Mais la première fois, nous, on entendait seulement. Mais la seconde fois qu'on a vu à nos propres yeux, il y aura moins d'enseignants qui viennent toucher la paye à cause d'un combat. Les commerçants des environs sont déjà là. Ils ont déballé leurs marchandises. Ils savent qu'une fois qu'ils auront touché leur salaire, les agents de l'État seront tentés de le dépenser. Lorsque nous y arrivons, les commerçants savent que les agents qui sont là sur place, dès qu'il y a des fonctionnaires qui viennent de par-ci, par-là, qui se présentent avec leurs marchandises pour vendre. Arrivés sur le site de paye, les fonctionnaires doivent d'abord remplir un formulaire et présenter leur carte d'électeur. En République démocratique du Congo, elle sert de carte d'identité. Après vérification, l'argent est versé de la main à la main. Les formalités se font en plein air. Le 4 sert de guichet de banque.
Et puis que les vents, par exemple, ça fait disperser de l'argent, on paye dans le véhicule. Qui a rempli, s'il vous plaît? Qui a déjà rempli? Pour le fonctionnaire qui habite en ville, il est facile de se rendre dans une succursale de sa banque et d'y retirer son salaire. À l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a souvent ni agence bancaire ni réseau téléphonique. Pour payer ses clients, la banque est obligée d'envoyer chaque mois vêtements, essence ou friperie. Les vendeurs font des affaires, bien que les grosses coupures posent souvent des problèmes à l'intérieur du pays. Mediana a organisé son propre système bancaire. Il est basé sur le prêt d'argent à des taux usuriers de 50 à 100% d'intérêt. Ses clients sont surtout des fonctionnaires. Ceux qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs dettes sont arrêtés manu militari par le policier du village, qui est souvent un complice. Pendant plusieurs jours, elle et son compagnon suivront les convoyeurs de fonds à moto. Ce n'est pas un hasard. Elle sait que ses emprunteurs percevront bientôt leur salaire. Ce sera le moment propice pour réclamer les sommes dues, majorer les intérêts. Chaque mois, Junior et Jordan, les deux employés de banque, partent en expédition. Selon la région et le nombre de fonctionnaires à payer, une mission peut prendre d'1 à 3 semaines. En plus d'un chauffeur, des policiers assurent la sécurité. Pour eux, c'est devenu une routine. Chaque mois, le même périple, la même galère et toujours la course contre la montre et les éléments. J'ai 33 ans et je vis sur Strasbourg.
Je travaille dans la restauration et c'est un peu le sujet de l'histoire que je veux raconter aujourd'hui. J'ai commencé mon service. Je suis serveuse, donc ça s'est bien passé au début. On a commencé à avoir de l'affluence au travail, les clients qui arrivent avec ou sans réservation. Et j'étais en salle avec ma patronne et un serveur. Donc moi, je prends les commandes, je les écris sur papier, je les donne à ma patronne, qui elle ensuite les rentre dans un ordinateur, qui envoie à la cuisine les bons, les plats pour les clients. Donc à un moment donné, la cuisine sonne, je vais chercher les plats, comme chaque fois quand ça sonne. Et j'ai le chef de cuisine qui me dit qu'on devrait aller plus doucement, qu'ils ne s'en sortent pas et qu'on devrait faire attention. Je lui explique, je m'excuse envers lui parce que voilà, on a de l'empathie, on travaille dans la restauration, on sait comment ça se passe. Quand on a un coup de jus ou un rush, ça va vite, les personnes ne peuvent pas forcément suivre. Donc nous, on est une équipe, on s'aide, on veut qu'un service se passe très bien. Donc il me dit ça, je m'excuse auprès de lui, même si je n'avais pas forcément de tort, ou même si j'en avais, je m'excuse quand même envers lui. Et je lui explique que voilà, il faudra le dire à la patronne, que c'est elle qui envoie les commandes. Et donc de là, il me dit que je ne devrais pas lui répondre. Donc à ce moment-là, je prends mes plateaux, je vais en salle, je croise ma patronne et je lui explique qu'ils sont fâchés en cuisine, qu'apparemment ils reçoivent trop de bons, donc elle devrait tempérer. Elle va les voir et je la suis par derrière pour déposer simplement mon plateau. Je ne m'attendais à rien d'autre. Poser mes plateaux et revenir m'occuper de mes clients. Et j'entends cette salope, quand je parle, elle se tait. Donc étonnée. Africains, en dehors de certains États qui font figure d'exception. En dépit de tous les gisements dont dispose l'Afrique en termes de minéraux, le continent accuse toujours un grand retard sur le plan des infrastructures économiques, du développement et de la santé, comparé au reste du monde. De l'exploitation clandestine à la mauvaise redistribution des richesses, plusieurs facteurs expliquent ce gros du continent africain sur le plan du développement en général. En voici les pays africains les plus riches en ressources naturelles, mais aussi les plus pauvres. Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. De la République démocratique du Congo. La RDC fait partie des États les plus riches d'Afrique en gisement en raison du fait que le pays couvre à lui tout seul 34% de la production du continent en diamants. Le pays fournit également 13% du cuivre produit sur le continent. Fait plus surprenant encore, la valeur des minéraux encore inexploités en RDC est estimée à plus de 24 milliards de dollars. Le sous-sol congolais contient également du coltan, un métal que l'on retrouve dans nos téléphones portables. Les minéraux de je savais qu'il parlait de moi, on avait discuté 2 minutes auparavant. Et je vais le voir d'un ton ferme en lui disant qu'il n'a pas à me parler comme ça, que je n'ai pas à me taire, que je lui ai simplement répondu. Et de là, en fait, s'enchaîne une dispute où le ton monte et ça part dans les insultes, les menaces de mort, je vais t'éclater ta tête contre le sol, ici c'est moi le chef, t'es pas au-dessus de moi. Donc c'était vraiment un enchaînement de violences. Elles étaient verbales, mais elles faisaient mal. Donc à ce moment-là, je demande à ma patronne de quitter les lieux, parce que c'était trop, je ne pouvais pas supporter ça. Elle accepte, donc je rentre chez moi. Arrivé vers l'après-midi, j'appelle ma patronne, donc je prends l'initiative d'appeler ma patronne, comme le soir même je devais encore avoir un service. Et je lui explique qu'on devrait régler l'histoire, que c'était pas normal que je me fasse insulter et qu'il me menace alors que je n'avais rien fait. Elle me dit d'accord, il n'y a pas de problème, je te comprends, c'est vrai qu'il est allé trop loin, mais ce soir ne viens pas travailler, comme ça les tensions s'apaisent et demain on en rediscute. Très bien, donc moi ça m'allait. Demain je reviens, le lendemain matin, c'était un dimanche matin, je reviens au travail, tout va bien avec mes collègues, je parle avec la patronne, elle me dit après le service qu'on allait discuter tous les trois pour régler cette histoire. Donc entre-temps le service se passe très bien, lui et moi on se dit pas bonjour, on n'a pas de contact, donc tout se passait bien.
Il était environ 15h30 quand on monte au bureau avec la patronne et que ce cuisinier nous suit. Donc il s'assoit à côté de moi, hein, même pas 5 mètres, vraiment même pas 5 mètres. Et je lui demande donc voilà, si on pouvait discuter de ce qui s'était passé la veille, qu'on règle les choses. Et tout de suite, il s'énerve et il me dit « Mais je n'ai rien à te dire, je parle pas avec toi, je te dois rien ». Donc je le regarde un peu ébahi, je souris, je lui dis ok, je regarde ma patronne, voilà, je lui explique on peut pas discuter, tant pis, on en reste là. À ce moment-là, je pensais que c'était fini. Je pensais que ça n'irait pas plus loin, que voilà, nos rapports au travail allaient changer, on se dirait même plus bonjour et que voilà, ça allait s'arrêter là. Sauf que non. Sauf que ça allait très très loin et beaucoup trop loin. Donc il se lève, il me tourne le dos, mais il était toujours en face de moi quand il me tourne le dos, et il me dit « La prochaine fois, tu fais comme tes ancêtres, tais-toi ». Donc je regarde ma patronne, parce que je me suis dit « J'ai pas bien entendu ». Peut-être que je m'imagine, même si je savais que j'avais très bien entendu, mais je cherche le regard de ma patronne. Elle me regarde avec les grands yeux, la bouche grande ouverte, toutes les deux, en fait, on avait compris la même chose. Et que en moi, j'ai senti une colère totale. Je ressens une colère en moi, je me lève, je cours vers lui, mais j'étais vraiment dans une furie, je le dis, et je lui demande de répéter. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être qu'on n'a pas entendu. C'est-à-dire, je me remets encore une deuxième fois en question. Donc je lui demande de répéter, il était assis dans son bureau, et là, il se lève, et il me dit, ouais, t'as bien entendu, la prochaine fois, tu fais comme tes ancêtres, tais-toi. Et donc là, ça commence les insultes, que ce soit de ma part ou de sa part. Je lui dis qu'il va regretter ses paroles, que je reviendrai même avec mes ancêtres s'il le faut, mais que ça ne passera pas. Donc je sors tout de suite du bureau parce que c'était vraiment trop pour moi d'entendre juste... Véritablement, parce que je vous ai parlé de ces chiffres. C'est vrai que l'année 2020 était une année très difficile à cause de la pandémie qui avait frappé aux portes du monde entier. Et donc, on avait vu notre PIB descendre à près de 1,9 alors qu'on venait de 4,6. Aujourd'hui, on est remonté, on est à 4,6. Mais véritablement, de ce côté-là, si jamais on n'appliquait pas ces méthodes strictes de surveillance et le cas échéant de punition, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des dérives dans la manière de... Les patrons ont été virés. C'était délicat. Bon, d'abord, non seulement ont été mis de côté, c'est ça le terme que je vais utiliser, mais ça a surtout demandé à ce que, pour tous ceux qui sont aux affaires pour le moment, à tout moment, ils doivent savoir qu'ils sont redevables. Et ça change leur manière de se comporter dans les dépenses publiques. Quand on rencontre celui qui est à Njili, dans la banlieue de Kinshasa, ou celui qui est à Bunia, dans l'Est, il se dit, mais quand on dit que ça s'est amélioré l'économie, comment ça se manifeste dans mon assiette? Qu'est-ce que vous lui répondez? Nous allons lui répondre que nous travaillons pour l'amélioration justement du panier de la ménagère. Lorsque nous arrivons dans un contexte où il y a des retards en tout. Et donc d'abord, il faut rattraper ces retards. C'est à ça que nous sommes actifs. Si jamais je ne dois aller que dans un seul secteur, nous prenons notre administration. Parce que pour que le pays fonctionne, il faudrait qu'il soit bien administré. Notre administration connaissait des difficultés dans son fonctionnement. Donc nous avons dit, il faut un retour à la normale. Et c'est à ça que nous nous sommes activés. Pour que d'abord, la plupart de ces membres qui sont dans notre administration publique se sentent reconfortés dans la normalité de leur fonctionnement. Ça améliore leur perspective d'avenir. Et maintenant, à côté de ça, oui, nous avons pris aussi d'autres mesures. En disant, tiens, si jamais nous revenons sur l'amélioration du climat des affaires, sur l'assainissement de notre système de taxation, nous pouvons améliorer nos prix sur le terrain. Et donc nous annonçons et nous entrons en discussion. Avec le secteur aérien, c'est quelque chose que nous avons terminé. Aujourd'hui, nous avons défini un cadre qui va revoir les prix à la baisse de manière assez drastique et permettre
bien sûr une interaction au niveau national de tous les déplacements, mais avec... C'est-à-dire baisse des prix des billets d'avion, c'est oui, ça? C'est bien ça. Ok, ça c'est pour ceux qui prennent les avions. Ça c'est pour ceux qui prennent les avions. Alors, mais pour celui qui va au marché, ça nous appliquons exactement les mêmes méthodes pour les autres denrées. En fait, ici nous avons ce que nous appelons les produits de froid, qui sont les plus consommés. Les surgelés. Oui, voilà, tout à fait. Et nous discutons avec cela pour dire, nous allons aussi aller de notre côté, du côté du gouvernement, vers un allègement, pour permettre à ce que eux, à leur niveau, ils puissent baisser les prix. Il faut revenir sur le fait que c'est un système qui avait besoin d'être assaini. Parce qu'il y avait beaucoup de corruption à l'intérieur du système et nous continuons à travailler là-dessus pour qu'on puisse arriver à ce résultat. C'est en cours, c'est déjà annoncé et ça va arriver. Depuis votre arrivée à la tête du gouvernement, il y a 100 jours, on n'a toujours pas de budgétisation des actions engagées, aucune loi des finances rectificatives. Comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est un peu au pif? Non, pas du tout. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes arrivés dans un contexte avec une loi budgétaire déjà adoptée pour l'année 2021. C'est la boussole, ça veut dire que lorsqu'on arrive, c'est la continuité de l'État. Simplement, nous disons qu'à partir du moment où nous avons des crédits supplémentaires, et j'en ai parlé, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons plus de recettes. Lorsque nous avons ces crédits supplémentaires, nous revenons sur les arriérés de ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous voulons investir. Mais c'est pas au pif. C'est vraiment, véritablement, sur les retards qui ont été engrangés. Un état de siège a été décrété il y a quelques mois. Nous en sommes au 5e prolongement de cet état de siège. Quel bilan? L'état de siège est l'une des décisions phares prises par le président de la République à l'avènement de notre gouvernement. Dès que le gouvernement est installé, c'est la première décision qui est prise. Parce qu'elle découle d'une demande de la population. N'oublions pas que nous venons d'un cycle de violence dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, particulièrement, de plus de 25 ans. Cette demande est pressante en disant nous avons besoin de voir ce cycle s'arrêter. Aujourd'hui, parce que c'était ça la question, nous disons que nous avons des avancées. Parce qu'il y a d'abord des localités sur lesquelles l'autorité de l'État avait été mise en mal, nous n'avions plus notre présence là-bas, que nous avons récupéré. Il y a des routes qui n'étaient plus praticables parce qu'il y avait des barrages, des coupeurs de routes qui se sont arrêtés. Il y a des redditions parce que ça c'est le plus important. C'est que dans le travail qui est fait, il faut absolument amener ces jeunes qui ont été injustement amenés dans ces mouvements et ces dommages de force négatives à revenir à la vie normale. Et pour revenir à la vie normale, il faut ce fameux processus de démobilisation, démilitarisation et réinsertion à la vie sociale. À la vie sociale. À quel point vous en êtes? Parce que de ce côté-là, on a l'impression que c'est au point zéro. Aujourd'hui, nous avons non seulement la structure. Je sors du bureau, je vais à la rencontre de tous mes collègues, ils étaient 7, en terrasse, ils nous entendaient, ils nous attendaient même. Et à ce moment-là, je leur explique que voilà, que leur collègue est un raciste, qu'enfin on voit son vrai visage, qu'il devra avoir honte, comment ils ont pu travailler avec lui, en fait, même moi-même sans rien remarquer. Et 20 secondes après, même pas, il me suit par derrière. Et là, un déferlement, un déchaînement de haine, sans même que je lui parle à lui directement. Mais de toute façon, t'es qu'une esclave, moi je ne parle pas avec les nègres, 400 ans d'esclavage, mais c'est bien fait pour vous les noirs, de toute façon je vais voter Marine Le Pen en 2022, comme ça il n'y aura plus de noirs en France. Mali, par exemple, refuse de remettre ses laissez-passer, donc finalement il y a une sorte de blocage administratif. Et c'est normal. Donc on envoie nos gamins mourir au Mali pour protéger le pays des groupes armés islamistes, et eux, ils refusent de reprendre, en vertu du droit international qui pourtant les y oblige, leurs ressortissants. Comment vous faites? Comment vous faites? Eh bien écoutez, j'irai voir le président du Mali, et je lui dirai qu'il n'y a plus d'aide au développement à destination du Mali. Un pays où nos militaires vont se battre depuis 8 ans et certains sont morts là-bas, suspendrait l'aide au développement, alors même que on se bat pour que l'État malien ne s'effondre pas et ne laisse pas la place aux islamistes. Non mais pardon, mais alors ça veut dire qu'on subit le chantage? Moi je ne subirai pas le chantage, hein. Je vous le dis tout net. Hein. Mais c'est ce qu'essaye ça. Moi, je ne subirai pas le chantage. Mais Nicolas Sarkozy, je vais faire pire que ça. Emmanuel Macron dit la même chose. Non mais je vais vous faire pire que ça. C'est que j'irai voir le président du Mali et je lui dirai que non seulement il n'y a plus d'aide au développement, mais que de surcroît, il n'y aura plus ou extrêmement limité de transfert d'argent des ressortissants maliens qui travaillent en France vers le Mali. Western Union
etc., ce sera terminé. Voilà. Donc je suis sûr, convaincu, que le président du Mali acceptera de reprendre ses ressortissants. Donc on comprend que vous êtes confiante dans votre capacité de conviction, en tout cas les efforts diplomatiques permettraient de régler cette situation. Car le peuple français se doit d'être respecté. Et moi je pense qu'il y a une absence totale de respect pour le peuple français lorsque des pays qui profitent tout de même de l'argent envoyé par leurs compatriotes qui travaillent chez nous, qui touchent l'aide au développement et qui en plus bénéficient de la sécurité que leur apportent nos militaires, se permettent de ne pas reprendre leurs ressortissants lorsqu'on leur réclame légitimement dans le cadre du droit international. Pour bien comprendre, en attendant que ces efforts diplomatiques aboutissent, ce citoyen malien est bien dans un centre de rétention, c'est bien ça, aujourd'hui, en attendant d'être expulsé. Oui. Si les clandestins. La limite, c'est 90 jours dans un centre de rétention. C'était 45 jours, ça a été doublé, 90 jours. Qu'est-ce que vous faites si, au bout de 90 jours, le Mali ne délivre pas de papier pour l'accepter? Est-ce que ce citoyen malien qui doit être expulsé reste plus de 90 jours, 6 mois, 1 an, 1 an et demi dans un centre de rétention? De régler le problème. Et si ça n'est pas le cas? Mais ça, je suis convaincu de régler le problème. Mais si ça n'est pas le cas, parce que ces efforts-là avec le Mali sont faits présidence après présidence et n'ont jamais abouti. Non, c'est faux ce que vous dites. Ce que vous dites Nicolas Sarkozy menaçait déjà de suspendre l'aide au développement au Mali. Mali. Il ne l'a pas fait. Le problème de ces présidents qui se succèdent, c'est qu'ils parlent, mais qu'ils n'agissent pas, et c'est bien ce qu'on leur reproche. Il ne faut pas menacer si après on ne met pas à exécution sa menace, car sinon la parole de la France ne vaut plus rien, et c'est bien le problème. Donc moi je ne menacerai pas. J'annoncerai ce que je ferai si la situation ne change pas. Et je le ferai. Il faut que encore une fois, les exécutifs, les dirigeants des pays dont sont issus les immigrés le sachent. Mais je ne ferai pas que ça. Je couperai les pompes aspirantes de l'immigration. J'arrêterai, après ce référendum, le droit du sol. Je supprimerai la possibilité de régulariser les clandestins, car c'est trop facile. On vient, on reste clandestin pendant 3 ou 4 années, et puis après on se fait régulariser. Eh bien si, c'est honteux d'ailleurs à l'égard de ceux qui font l'effort de venir de manière légale, remplissent des papiers, remplissent les conditions. Donc les clandestins ne pourront plus être régularisés. Alors c'est vrai, certains diront c'est un peu dur. Oui, mais je crois que c'est nécessaire. Marine Le Pen, vous disiez tout à l'heure à propos de la loi de séparatisme que cette loi, portée par Gérald Darmanin, a raté sa cible. Et pourtant, vous vous êtes abstenu. La plupart des députés des Républicains. On a passé 10 jours sur la mer, sur la route pour essayer de rejoindre l'Europe. Si on arrive jusqu'à là, on attend, les gens disent qu'on va nous rapatrier. Ça va être une chose très compliquée pour nous. La traversée la plus courte pour rejoindre l'Europe serait d'une centaine de kilomètres en partant du Maroc. Mais depuis que ce pays, aidé par l'UE, surveille au plus près ses eaux, les migrants préfèrent partir depuis leur propre côte. Au cours de ce périple, un réfugié sur 16 trouve la mort. Actuellement, les hôtels à Grande Canarie hébergent plus de 4000 migrants, parmi eux des Marocains, des Mauritaniens. Une présence qui incommode les insulaires. Les habitants manifestent souvent comme si la crise n'était pas due à la Covid-19. Les hôtels sont pour les touristes et non pour accueillir des migrants. En temps normal, plus de 12 millions de touristes séjournent dans les hôtels des îles Canaries. En ce moment, leur taux d'occupation est inférieur à 10%, d'où le besoin de trouver un bouc émissaire. Dans les stations touristiques, les rumeurs concernant les vols et les violences vont bon train et déclenchent parfois des chasses à l'homme contre les réfugiés. Les gens ici se sentent envahis. Ils ont le sentiment que les migrants veulent s'emparer de leur île. Je ne suis pas raciste, pas du tout. Mais je suis une femme. Je m'étais toujours sentie en sécurité ici, mais plus maintenant. Le ministère espagnol des Migrations a ordonné la construction de 7 camps pour accueillir les réfugiés. Dans cette caserne de police, ils sont littéralement parqués, 20 hommes par tente, sans lumière ni douche, comme le rapportent les médias espagnols. La stratégie du gouvernement central sur les îles Canaries est claire. On laisse passer les personnes dites vulnérables vers l'Espagne et le reste de l'Europe. Pour les autres, la consigne est de les refouler vers leur pays d'origine. Grande Canarie.
Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, au moins 600 migrants sont morts en 2020. Ils tentaient qui m'enchaînait, que je devais retourner au Congo, parce qu'il faut savoir qu'il ne m'a pas demandé de retourner en Afrique, où voilà, c'est vaste. Il m'a dit de rentrer au Congo parce qu'il sait que je suis originaire du Congo. C'est-à-dire, il pesait ses mots, il savait de quoi il parlait. Donc il m'a dit que je ne serais jamais chez moi en France, que j'aurais beau faire ce que je veux, je ne suis pas française, qu'il fallait que je retourne mieux manger des bananes dans les arbres au Congo. Enfin, il répétait des phrases et à un moment donné, je n'entendais plus en fait. Parce que c'était trop. Je me demandais comment on est passé d'une petite engueulade au travail pour des tickets à l'esclavage. Comment il a pu mettre tout un peuple, toute une histoire, enfin dans Je me demandais comment il a pu arriver à mettre autant de haine dans ses propos pour une histoire voilà, de ticket. Parce que c'est clairement ça en fait. Tout est parti d'un ticket, d'un bout de papier. Il a remis en cause voilà, mes origines, où je suis née, qui je suis. Il m'a humiliée publiquement. Et tous mes collègues autour de moi, il y avait ma patronne qui était là. Pas une seule personne n'a réagi. Donc j'étais seule face à lui. Et j'avais l'impression d'être seule face à 20 000 personnes. Et que lui, on lui disait continue à parler et que moi, on ne pensait pas en fait à ce que je ressentais, en tout cas au moment où il m'insultait. Parce que ça n'était plus des insultes, des gros mots. Ce n'était plus un simple pute, connasse. On peut passer outre. C'était mon histoire, qui je suis, ma personne qui a été atteinte. Et donc là, je ne pouvais plus l'écouter. Pour vous dire qu'il y a des mots qui m'étaient dit que je n'entendais plus. Parce que dans ma tête, c'était trop. Je n'avais jamais autant été agressée verbalement que ce jour-là en fait. C'était la goutte d'eau. Comme il a déjà pu nous arriver à tous, une histoire de racisme ou des mots déplacés, voilà, des choses qui ne se disent pas, qui blessent, mais qu'on passe outre. Là, c'était vraiment la limite, la ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir et pourtant il l'a faite. Et quand il le faisait, il était à l'aise. Il savait ce qu'il disait, il mettait toute sa rage. Il m'a menacé de mort, il m'a dit voilà qu'il avait mon adresse, qu'il allait me retrouver, m'envoyer des gens, qu'il allait m'éclater la tête contre le mur. C'est-à-dire il ne s'est pas arrêté en fait, il ne s'est pas arrêté et il n'y avait personne pour l'arrêter. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti en fait que c'était un idéal qu'il avait besoin d'exprimer. Et il voulait le dire. C'est comme s'il avait attendu le bon moment. Alors qu'il n'y a pas de bon moment pour dire des choses comme ça en fait. Des choses aussi blessantes, des choses aussi graves. Et je ne comprends pas qu'en toute impunité, il s'est permis de le faire et que personne ne tourne à réagir. Personne, j'étais seule face à lui. Africains, en dehors de certains États qui font figure d'exception. En dépit de tous les gisements dont dispose l'Afrique en termes de minéraux, le continent accuse toujours un grand retard sur le plan des infrastructures économiques, du développement et de la santé, comparé au reste du monde. De l'exploitation clandestine à la mauvaise redistribution des richesses, plusieurs facteurs expliquent ce gros du continent africain sur le plan du développement en général. En voici les pays africains les plus riches en ressources naturelles, mais aussi les plus pauvres. Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Ressources de la République démocratique du Congo. La RDC fait partie des États les plus riches d'Afrique en gisement en raison du fait que le pays couvre à lui tout seul 34% de la production du continent en diamants. Le pays fournit également 13% du cuivre produit sur le continent. Fait plus surprenant encore, la valeur des minéraux encore inexploités en RDC est estimée à plus de 24 milliards de dollars. Le sous-sol congolais contient également du coltan, un métal que l'on retrouve dans nos téléphones portables. Les minéraux de la Guinée-Conakry. Autre pays africain réputé pour la légendaire richesse de son sous-sol, la République de Guinée. Les experts s'accordent à dire que la Guinée aurait été l'un des pays les plus riches d'Afrique. Sur le plan économique, n'eût été les décennies de dictature militaire qui ont considérablement freiné son développement. La Guinée couvre à elle toute seule près de 95% de la production du continent en bauxite. L'uranium du Niger. Même s'il est considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la zone CEDEAO, le Niger est de plus en plus sollicité par les grandes puissances mondiales dont la France en raison de ses réserves importantes en uranium.
Avec une production estimée à 4 millions de tonnes en 2015, le Niger est devenu le 4e plus grand producteur d'uranium et incontestablement le plus grand producteur en Afrique. Le Niger fournit à lui tout seul 44% de l'uranium africain. Le Niger est aussi une véritable mine d'or car son sous-sol est aussi riche en calcaire, en argent, en étain ou encore en gypse. L'Afrique du Sud et ses richesses. L'Afrique du Sud est sans doute l'un des pays africains qui tire pleinement profit de la richesse de son sous-sol qui contient principalement du diamant, de l'or, du cuivre, de la platine, du charbon et du manganèse. Pour ne citer que ces gisements. À ce jour, le pays de Nelson Mandela reste le premier producteur au monde de platine, de manganèse, de vanadium et de chrome, un métal à ne pas confondre avec le navigateur de Google bien sûr. L'Afrique du Sud est aussi le plus gros producteur d'or sur le continent. Le Botswana et ses diamants. Le Botswana occupait la première place à l'échelle mondiale du classement des plus grands producteurs de diamants mais a dû céder son fauteuil de leader à la République fédérale de la Russie en 2015. Mais il reste tout de même le premier pays producteur de diamants en Afrique et détient actuellement près de 35% des réserves du continent. Mais à côté de cette matière, le sous-sol botswanais est également très riche en or, en nickel et en cuivre. Le Zimbabwe et ses gisements intarissables. Malgré le gros retard de ce pays sur le plan du développement, il fait partie des États africains ayant les sous-sols les plus riches. Le sous-sol du Zimbabwe est extrêmement riche en calcaire, en zinc, en nickel, en plomb, en phosphate et en cuivre. Après l'Afrique du Sud, le plus gros gisement de cuivre sur le continent se trouve au Zimbabwe, ce qui en fait l'un des principaux exportateurs au niveau mondial. Le sous-sol du Ghana, tout comme l'Afrique du Sud, le Ghana tire également profit des ressources naturelles contenues dans son sous-sol. À lui tout seul, le pays couvre 15% de la production africaine en or. Ce qui en fait le deuxième plus gros producteur du continent juste derrière l'Afrique du Sud. Le sous-sol ghanéen est également riche en manganèse, bauxite et en diamants. Le cuivre de la Zambie. La Zambie est le plus gros producteur de cuivre en Afrique car il assure plus de 65% de la production totale du continent africain. La demande mondiale en cuivre ne cesse de croître, une bonne aubaine pour la Zambie. L'uranium, principale ressource naturelle de la Namibie. Même si le sous-sol namibien regorge de nombreux minéraux, l'uranium reste la principale ressource du pays. La production d'uranium représente aujourd'hui près de 15% des revenus du pays sur une année. L'aluminium au Mozambique. Avec une production estimée à 530 000 tonnes, le Mozambique occupe la 15e place du classement des plus gros producteurs d'aluminium au monde. En Afrique, le Mozambique vient en deuxième position juste derrière. Et face à sa haine, je me suis sentie désemparée. Une fois arrivée chez moi, maximum 2 heures après, je reçois un appel de mon patron. Donc, il me demande de lui raconter ce qui s'est passé. Je lui explique qu'il est au courant, puisque sa femme était présente. Il me dit qu'il veut entendre ma version. Donc, je vous raconte la scène. Et du tac au tac, il m'explique que c'est son chef de cuisine, qu'il a besoin de lui, qu'il est en CDI, que moi je suis seulement en CDD. Donc le choix est vite fait. Il me dit, tu peux passer demain matin, donc lundi, le lendemain matin, récupérer tes papiers de fin de contrat. Alors j'ai une minute de silence, même si c'était une seconde, ça me paraissait même 1 heure de silence. Et je lui dis non. Je ne veux pas, moi s'il faut revenir travailler demain, je reviens travailler demain, mais lui, il doit être viré, il ne doit plus être dans cette entreprise. Après ce qu'il a fait, ça me semblait logique qu'il pense aussi comme ça. Apparemment, je me suis trompée et donc j'ai refusé, il m'a dit de faire ce que j'avais à faire. Et de là, en fait, s'ensuit un enchaînement d'événements. Il est toujours en poste, tout va bien pour lui. Et j'ai reçu 3 jours après une lettre de convocation pour un licenciement pour faute grave. Donc je croyais à une caméra cachée. Déjà tout le long de cette dispute, déjà le samedi, je suis revenue travailler entre-temps, donc tout se passait bien. Ensuite, je me prends des menaces de mort, des injures raciales. Et on me dit que parce que j'ai un CDD, donc je ne vaux rien, clairement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc 3e coup de massue pour au final être licencié pour faute grave. Et face à sa haine, je me suis sentie désemparée. Une fois arrivée chez moi, maximum 2 heures après, je reçois un appel de mon patron.
toute la scène et du tac au tac, il m'explique que c'est son chef de cuisine, qu'il a besoin de lui, qu'il est en CDI, que moi je suis seulement en CDD, donc le choix est vite fait. Il me dit, tu peux passer demain matin, donc lundi, le lendemain matin, récupérer tes papiers de fin de contrat. Alors j'ai une minute de silence, même si c'était une seconde, ça me paraissait même 1 heure de silence. Et je lui dis non, je ne veux pas. Moi, s'il faut revenir travailler demain, je reviens travailler demain. Mais lui, il doit être viré, il ne doit plus être dans cette entreprise. Après ce qu'il a fait, ça me semblait logique qu'il pense aussi comme ça. Apparemment, je me suis trompée et donc j'ai refusé. Il m'a dit de faire ce que j'avais à faire. Et de là, en fait, s'ensuit un enchaînement d'événements. Il est toujours en poste. Tout va bien pour lui. Et j'ai reçu 3 jours après une lettre de convocation pour un licenciement pour faute grave. Donc je croyais à une caméra cachée. Déjà tout le long de cette dispute. Déjà le samedi, je suis revenue travailler entre-temps. Donc tout se passait bien. Ensuite, je me prends des menaces de mort, des injures raciales. Et on me dit que parce que j'ai un CDD, donc je ne vaux rien, clairement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc 3e coup de massue pour au final être licencié pour faute grave. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, que c'est une caméra cachée, qu'on teste ma foi ou que, je cherche à comprendre. Aujourd'hui, je cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne ne soit pas punie. Même si moi je vais porter plainte contre lui, mais voilà, le temps que l'affaire arrive au procureur, ça prend du temps. Mais dans l'entreprise, comme c'était dans les locaux, ils avaient un devoir de me protéger. Ils me virent. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a basculé dans le c'est pas grave, on le garde quand même, mais toi on te veut plus? Très bien Nadège. Alors aujourd'hui vous êtes entre de bonnes mains. Nous sommes quelque part dans la province de Maidombe. C'est jour de paye, mais aujourd'hui, il y aura moins de fonctionnaires présents pour toucher leur salaire. Dans le passé, il y avait déjà eu des bagarres entre les Nounous et les Mbero. Ce n'est pas la première fois, ça c'est la seconde fois. Mais la première fois, nous, on entendait seulement. Mais la seconde fois qu'on a vu à nos propres yeux, il y aura moins d'enseignants qui viennent toucher la paye à cause d'un combat. Les commerçants des environs sont déjà là. Ils ont déballé leurs marchandises. Ils savent qu'une fois qu'ils auront touché leur salaire, les agents de l'État seront tentés de le dépenser. Lorsque nous y arrivons, les commerçants savent que les agents qui sont là sur place, dès qu'il y a des fonctionnaires qui viennent de par-ci, par-là, qui se présentent avec leurs marchandises pour vendre. Arrivés sur le site de paye, les fonctionnaires doivent d'abord remplir un formulaire et présenter leur carte d'électeur. En République démocratique du Congo, elle sert de carte d'identité. Après vérification, l'argent est versé de la main à la main. Les formalités se font en plein air. Le 4 sert de guichet de banque. Les sites où il y a beaucoup de personnes à payer, nous cherchons une petite salle, mais il y a aussi certains villages où il y a moins de personnes à payer. Et puis que les vents, par exemple, ça fait disperser de l'argent, on paye dans le véhicule. Qui a rempli, s'il vous plaît? Qui a déjà rempli?
son ville, il est facile de se rendre dans une succursale de sa banque et d'y retirer son salaire. À l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a souvent ni agence bancaire ni réseau téléphonique. Pour payer ses clients, la banque est obligée d'envoyer chaque mois. Vêtements, essence ou friperie. Les vendeurs font des affaires, bien que les grosses coupures posent souvent des problèmes à l'intérieur du pays. Viviane a organisé son propre système bancaire. Il est basé sur le prêt d'argent à des taux usuriers de 50 à 100% d'intérêt. Ses clients sont surtout des fonctionnaires. Ceux qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs dettes sont arrêtés manu militari par le policier du village, qui est souvent un complice. Pendant plusieurs jours, elle et son compagnon suivront les convoyeurs de fonds à moto. Ce n'est pas un hasard. Elle sait que ses emprunteurs percevront bientôt leur salaire. Ce sera le moment propice pour réclamer les sommes dues, majorer les intérêts. Chaque mois, Junior et Jordan, les deux employés de banque, partent en expédition. Selon la région et le nombre de fonctionnaires à payer, une mission peut prendre d'1 à 3 semaines. En plus d'un chauffeur, des policiers assurent la sécurité. Pour eux, c'est devenu une routine. Chaque mois, le même périple, la même galère et toujours la course contre la montre et les éléments. Jour sacré soit le demain, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nos légons à notre postérité, pour toujours. Nadège, j'ai 33 ans et je vis sur Strasbourg. Je travaille dans la restauration et c'est un peu le sujet de l'histoire que je veux raconter aujourd'hui. J'ai commencé mon service. Je suis serveuse, donc ça s'est bien passé au début. On a commencé à avoir de l'affluence au travail, les clients qui arrivent avec ou sans réservation. Et j'étais en salle avec ma patronne et un serveur. Donc moi, je prends les commandes, je les écris sur papier, je les donne à ma patronne, qui elle ensuite les rentre dans un ordinateur, qui envoie à la cuisine les bons, les plats pour les clients. Donc à un moment donné, la cuisine sonne, je vais chercher les plats, comme chaque fois quand ça sonne. Et j'ai le chef de cuisine qui me dit qu'on devrait aller plus doucement, qu'ils ne s'en sortent pas et qu'on devrait faire attention. Je lui explique, je m'excuse envers lui parce que voilà, on a de l'empathie, on travaille dans la restauration, on sait comment ça se passe. Quand on a un coup de jus ou un rush, ça va vite, les personnes ne peuvent pas forcément suivre. Donc nous, on est une équipe, on s'aide, on veut qu'un service se passe très bien. Donc il me dit ça, je m'excuse auprès de lui, même si je n'avais pas forcément de tort, ou même si j'en avais, je m'excuse quand même envers lui. Et je lui explique que voilà, il faudra le dire à la patronne, que c'est elle qui envoie les commandes.
Et donc de là, il me dit que je ne devrais pas lui répondre. Donc à ce moment-là, je prends mes plateaux, je vais en salle, je croise ma patronne et je lui explique qu'ils sont fâchés en cuisine, qu'apparemment ils reçoivent trop de bons, donc elle devrait tempérer. Elle va les voir et je la suis par derrière pour déposer simplement mon plateau. Je ne m'attendais à rien d'autre. Poser mes plateaux et revenir m'occuper de mes clients. Et j'entends cette salope, quand je parle, elle se tait. Donc étonnée. Africains, en dehors de certains États qui font figure d'exception. En dépit de tous les gisements dont dispose l'Afrique en termes de minéraux, le continent accuse toujours un grand retard sur le plan des infrastructures économiques, du développement et de la santé, comparé au reste du monde. De l'exploitation clandestine à la mauvaise redistribution des richesses, plusieurs facteurs expliquent ce gros du continent africain sur le plan du développement en général. En voici les pays africains les plus riches en ressources naturelles, mais aussi les plus pauvres. Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. De la République démocratique du Congo. La RDC fait partie des États les plus riches d'Afrique en gisement en raison du fait que le pays couvre à lui tout seul 34% de la production du continent en diamants. Le pays fournit également 13% du cuivre produit sur le continent. Fait plus surprenant encore, la valeur des minéraux encore inexploités en RDC est estimée à plus de 24 milliards de dollars. Le sous-sol congolais contient également du coltan, un métal que l'on retrouve dans nos téléphones portables. Les minéraux de... Je savais qu'il parlait de moi, on avait discuté 2 minutes auparavant. Et je vais le voir d'un ton ferme en lui disant qu'il n'a pas à me parler comme ça, que je n'ai pas à me taire, que je lui ai simplement répondu. Et de là, en fait, s'enchaîne une dispute où le ton monte et ça part dans les insultes, les menaces de mort, je vais t'éclater ta tête contre le sol, ici c'est moi le chef, t'es pas au-dessus de moi. Donc c'était vraiment un enchaînement de violences. Elles étaient verbales, mais elles faisaient mal. Donc à ce moment-là, je demande à ma patronne de quitter les lieux, parce que c'était trop, je ne pouvais pas supporter ça. Elle accepte, donc je rentre chez moi. Arrivé vers l'après-midi, j'appelle ma patronne, donc je prends l'initiative d'appeler ma patronne, comme le soir même, je devais encore avoir un service. Et je lui explique qu'on devrait régler l'histoire, que c'était pas normal que je me fasse insulter et qu'il me menace alors que je n'avais rien fait. Elle me dit d'accord, il n'y a pas de problème, je te comprends, c'est vrai qu'il est allé trop loin, mais ce soir ne viens pas travailler, comme ça les tensions s'apaisent et demain on en rediscute. Très bien, donc moi ça m'allait. Demain je reviens, le lendemain matin, c'était un dimanche matin, je reviens au travail, tout va bien avec mes collègues, je parle avec la patronne, elle me dit après le service qu'on allait discuter tous les trois pour régler cette histoire. Donc, entre-temps, le service se passe très bien. Lui et moi, on se dit pas bonjour, on n'a pas de contact, donc tout se passait bien. Il était environ 15h30 quand on monte au bureau avec la patronne et que ce cuisinier nous suit. Donc, il s'assoit à côté de moi, même pas 5 mètres, vraiment même pas 5 mètres. Et je lui demande donc, si on pouvait discuter de ce qui s'était passé la veille, qu'on règle les choses. Et tout de suite, il s'énerve et il me dit « Mais je n'ai rien à te dire, je ne parle pas avec toi, je te dois rien. » Donc je le regarde un peu ébahi, je souris, je lui dis « Ok », je regarde ma patronne, je lui explique « On ne peut pas discuter, tant pis, on en reste là. » À ce moment-là, je pensais que c'était fini. Je pensais que ça n'irait pas plus loin, que nos rapports au travail allaient changer, on se dirait même plus bonjour et que ça allait s'arrêter là. Sauf que non. Sauf que ça allait très très loin et beaucoup trop loin. Donc il se lève, il me tourne le dos, mais il était toujours en face de moi, il me tourne le dos et il me dit « La prochaine fois, tu fais comme tes ancêtres, tais-toi. » Donc je regarde ma patronne parce que je me suis dit j'ai pas bien entendu.
Peut-être que je m'imagine, même si je savais que j'avais très bien entendu, mais je cherche le regard de ma patronne. Elle me regarde avec les grands yeux, la bouche grande ouverte, toutes les deux, en fait, on avait compris la même chose. Et que en moi, j'ai senti une colère totale. Je ressens une colère en moi, je me lève, je cours vers lui, mais j'étais vraiment dans une furie, je le dis, et je lui demande de répéter. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être qu'on n'a pas entendu. C'est-à-dire, je me remets encore une deuxième fois en question. Donc je lui demande de répéter, il était assis dans son bureau, et là, il se lève, et il me dit, ouais, t'as bien entendu, la prochaine fois, tu fais comme tes ancêtres, tais-toi. Et donc là, ça commence les insultes, que ce soit de ma part ou de sa part. Je lui dis qu'il va regretter ses paroles, que je reviendrai même avec mes ancêtres s'il le faut, mais que ça ne passera pas. Donc je sors tout de suite du bureau parce que c'était vraiment trop pour moi d'entendre juste... Véritablement, parce que je vous ai parlé de ces chiffres. C'est vrai que l'année 2020 était une année très difficile à cause de la pandémie qui avait frappé aux portes du monde entier. Et donc, on avait vu notre PIB descendre à près de 1,9 alors qu'on venait de 4,6. Aujourd'hui, on est remonté, on est à 4,6. Mais véritablement, de ce côté-là, si jamais on n'appliquait pas ces méthodes strictes de surveillance et le cas échéant de punition, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des dérives dans la manière de... Les patrons ont été virés. C'était délicat. Bon, d'abord, non seulement ont été mis de côté, c'est ça le terme que je vais utiliser, mais ça a surtout demandé à ce que, pour tous ceux qui sont aux affaires pour le moment, à tout moment, ils doivent savoir qu'ils sont redevables. Et ça change leur manière de se comporter dans les dépenses publiques. Quand on rencontre celui qui est à Njili, dans la banlieue de Kinshasa, ou celui qui est à Bunia, dans l'Est, il se dit, mais quand on dit que ça s'est amélioré l'économie, comment ça se manifeste dans mon assiette? Qu'est-ce que vous lui répondez? Nous allons lui répondre que nous travaillons pour l'amélioration justement du panier de la ménagère. Lorsque nous arrivons dans un contexte où il y a des retards en tout. Et donc d'abord, il faut rattraper ces retards. C'est à ça que nous sommes actifs. Si jamais je ne dois aller que dans un seul secteur, nous prenons notre administration. Parce que pour que le pays fonctionne, il faudrait qu'il soit bien administré. Notre administration connaissait des difficultés dans son fonctionnement. Donc nous avons dit, il faut un retour à la normale. Et c'est à ça que nous nous sommes activés. Pour que d'abord, la plupart de ces membres qui sont dans notre administration publique se sentent reconfortés dans la normalité de leur fonctionnement. Ça améliore leur perspective d'avenir. Et maintenant, à côté de ça, oui, nous avons pris aussi d'autres mesures. En disant, tiens, si jamais nous revenons sur l'amélioration du climat des affaires, sur l'assainissement de notre système de taxation, nous pouvons améliorer nos prix sur le terrain. Et donc nous annonçons et nous entrons en discussion. Avec le secteur aérien, c'est quelque chose que nous avons terminé. Aujourd'hui, nous avons défini un cadre qui va revoir les prix à la baisse de manière assez drastique et permettre bien sûr une interaction au niveau national de tous les déplacements, mais avec... C'est-à-dire baisse des prix des billets d'avion, c'est oui, ça? C'est bien ça. Ok, ça c'est pour ceux qui prennent les avions. Ça c'est pour ceux qui prennent les avions. Alors, mais nous appliquons, au marché, ça nous appliquons exactement les mêmes méthodes pour les autres denrées. En fait, ici nous avons ce que nous appelons les produits de froid, qui sont les plus consommés. Les surgelés. Oui, voilà, tout à fait. Et nous discutons avec cela pour dire, nous allons aussi aller de notre côté, du côté du gouvernement, vers un allègement pour permettre à ce que eux, à leur niveau, ils puissent baisser les prix. Il faut revenir sur le fait que c'est un système qui avait besoin d'être assaini. Parce qu'il y avait beaucoup de corruption à l'intérieur du système et nous continuons à travailler là-dessus pour qu'on puisse arriver à ce résultat. C'est en cours, c'est déjà annoncé et ça va arriver. Depuis votre arrivée à la tête du gouvernement il y a 100 jours, on n'a toujours pas de budgétisation des actions engagées, aucune loi des finances rectificatives. Comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est un peu au pif? Non, pas du tout. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes arrivés dans un contexte avec une loi budgétaire déjà adoptée pour l'année 2021. C'est la boussole, ça veut dire que lorsqu'on arrive, c'est la continuité de l'État. Simplement, nous disons qu'à partir du moment où nous avons des crédits supplémentaires, et j'en ai parlé, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons plus de recettes. Lorsque nous avons ces crédits supplémentaires, nous revenons sur les arriérés.
de ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous voulons investir. Mais c'est pas au pif. C'est vraiment, véritablement, sur les retards qui ont été engrangés. Un état de siège a été décrété il y a quelques mois. Nous en sommes au 5e prolongement de cet état de siège. Quel bilan? L'état de siège est l'une des décisions phares prises par le président de la République à l'avènement de notre gouvernement. Dès que le gouvernement est installé, c'est la première décision qui est prise. Parce qu'elle découle d'une demande de la population. N'oublions pas que nous venons d'un cycle de violence dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, particulièrement, de plus de 25 ans. Cette demande est pressante en disant nous avons besoin de voir ce cycle s'arrêter. Aujourd'hui, parce que c'était ça la question, nous disons que nous avons des avancées. Parce qu'il y a d'abord des localités sur lesquelles l'autorité de l'État avait été mise en mal, nous n'avions plus notre présence là-bas, que nous avons récupéré. Il y a des routes qui n'étaient plus praticables parce qu'il y avait des barrages, des coupeurs de routes qui se sont arrêtés. Il y a des rééditions parce que ça c'est le plus important. C'est que dans le travail qui est fait, il faut absolument amener ces jeunes qui ont été injustement amenés dans ces mouvements et ces dommages de force négative à revenir à la vie normale. Et pour revenir à la vie normale, il faut ce fameux processus de démobilisation, démilitarisation et réinsertion à la vie sociale. À la vie sociale. À quel point vous en êtes? Parce que de ce côté-là, on a l'impression que c'est au point zéro. Aujourd'hui, nous avons non seulement la structure. Je sors du bureau, je vais à la rencontre de tous mes collègues, ils étaient 7, en terrasse, ils nous entendaient, ils nous attendaient même. Et à ce moment-là, je leur explique que voilà, que leur collègue est un raciste, qu'enfin on voit son vrai visage, qu'il devra avoir honte, comment ils ont pu travailler avec lui, en fait, même moi-même sans rien remarquer. Et 20 secondes après, même pas, il me suit par derrière. Et là, un déferlement, un déchaînement de haine, sans même que je lui parle à lui directement. Mais de toute façon, t'es qu'une esclave, moi je ne parle pas avec les nègres, 400 ans d'esclavage, mais c'est bien fait pour vous les noirs, de toute façon je vais voter Marine Le Pen en 2022, comme ça il n'y aura plus de noirs en France. Mali, par exemple, refuse de remettre ses laissés-passer, donc finalement il y a une sorte de blocage administratif. Et c'est normal. Donc on envoie nos gamins mourir au Mali pour protéger le pays des groupes armés islamistes, et eux, ils refusent de reprendre en vertu du droit international qui pourtant les y oblige, leurs ressortissants lorsqu'ils veulent le faire. Eh bien écoutez, j'irai voir le président du Mali, et je lui dirai qu'il n'y a plus d'aide au développement à destination du Mali. Un pays où nos militaires vont se battre depuis 8 ans et certains sont morts là-bas, suspendrait l'aide au développement, alors même que on se bat pour que l'État malien ne s'effondre pas et ne laisse pas la place aux islamistes. Non mais pardon, mais alors ça veut dire qu'on subit le chantage? Moi je ne subirai pas le chantage, hein. Je vous le dis tout net. Hein. Mais c'est ce que essaye ça. Moi, je ne subirai pas le chantage. Mais Nicolas Sarkozy, donc je vais faire pire que ça. Et Emmanuel Macron dit la même chose. Non mais je vais vous faire pire que ça. C'est que j'irai voir le président du Mali et je lui dirai que non seulement il n'y a plus d'aide au développement, mais que de surcroît, il n'y aura plus ou extrêmement limité de transfert d'argent des ressortissants maliens qui travaillent en France vers le Mali, Western Union, etc. Ce sera terminé. Voilà. Donc je suis sûr, convaincu, que le président du Mali acceptera de reprendre ses ressortissants. Donc on comprend que vous êtes confiant dans votre capacité de conviction, en tout cas les efforts diplomatiques permettraient de régler cette situation. Car le peuple français se doit d'être respecté. Et moi je pense qu'il y a une absence totale de respect pour le peuple français lorsque des pays qui profitent tout de même de l'argent envoyé par leurs compatriotes qui travaillent chez nous, qui touchent l'aide au développement et qui en plus bénéficient de la sécurité que leur apportent nos militaires, se permettent de ne pas reprendre leurs ressortissants lorsqu'on leur réclame légitimement dans le cadre du droit international. Pour bien comprendre, en attendant que ces efforts diplomatiques aboutissent, ce citoyen malien est bien dans un centre de rétention. C'est bien ça, aujourd'hui. En attendant d'être expulsé.
sais. Oui. Si les clandestins. La limite, c'est 90 jours dans un centre de rétention. C'était 45 jours, ça a été doublé, 90 jours. Qu'est-ce que vous faites si, au bout de 90 jours, le Mali ne délivre pas de papier pour l'accepter? Est-ce que ce citoyen malien qui doit être expulsé reste plus de 90 jours, 6 mois, 1 an et demi dans un centre de rétention? De régler le problème. Et si ça n'est pas le cas? Mais ça, je suis convaincu de régler le problème. Et si ça n'est pas le cas, parce que ces efforts-là avec le Mali sont faits présidence après présidence et n'ont jamais abouti. Non, c'est faux ce que vous dites. Ce que vous dites Nicolas est faux. Sarkozy menaçait déjà de suspendre l'aide au développement au Mais Mali. il ne l'a pas fait. Le problème de ces présidents qui se succèdent, c'est qu'ils parlent, mais qu'ils n'agissent pas, et c'est bien ce qu'on leur reproche. Il ne faut pas menacer si après on ne met pas à exécution sa menace, car sinon la parole de la France ne vaut plus rien, et c'est bien le problème. Donc moi je ne menacerai pas. J'annoncerai ce que je ferai si la situation ne change pas, et je le ferai. Il faut que encore une fois, les exécutifs, les dirigeants des pays dont sont issus les immigrés le sachent. Mais je ne ferai pas que ça. Je couperai les pompes aspirantes de l'immigration. J'arrêterai, après ce référendum, le droit du sol. Je supprimerai la possibilité de régulariser les clandestins, car c'est trop facile. On vient, on reste clandestin pendant 3 ou 4 années, et puis après on se fait régulariser. Eh bien si, c'est honteux d'ailleurs à l'égard de ceux qui font l'effort de venir de manière légale, remplissent des papiers, remplissent les conditions. Donc les clandestins ne pourront plus être régularisés. Alors c'est vrai, certains diront c'est un peu dur. Oui, mais je crois que c'est nécessaire. Marine Le Pen, vous disiez tout à l'heure à propos de la loi de séparatisme que cette loi, portée par Gérald Darmanin, a raté sa cible. Et pourtant, vous vous êtes abstenu. La plupart des députés des Républicains. On a passé 10 jours sur la mer, sur la route pour essayer de rejoindre l'Europe. Si on arrive jusqu'à là, on attend, les gens disent qu'on va nous rapatrier. Ça va être une chose très compliquée pour nous. La traversée la plus courte pour rejoindre l'Europe serait d'une centaine de kilomètres en partant du Maroc. Mais depuis que ce pays, aidé par l'UE, surveille au plus près ses eaux, les migrants préfèrent partir depuis leur propre côte. Au cours de ce périple, un réfugié sur 16 trouve la mort. Actuellement, les hôtels à Grande Canarie hébergent plus de 4000 migrants, parmi eux des Marocains, des Mauritaniens. Une présence qui incommode les insulaires. Les habitants manifestent souvent comme si la crise n'était pas due à la Covid-19. Les hôtels sont pour les touristes et non pour accueillir des migrants. En temps normal, plus de 12 millions de touristes séjournent dans les hôtels des îles Canaries. En ce moment, leur taux d'occupation est inférieur à 10%, d'où le besoin de trouver un bouc émissaire. Dans les stations touristiques, les rumeurs concernant les vols et les violences vont bon train et déclenchent parfois des chasses à l'homme contre les réfugiés. Les gens ici se sentent envahis. Ils ont le sentiment que les migrants veulent s'emparer de leur île. Je ne suis pas raciste, pas du tout. Mais je suis une femme. Je m'étais toujours sentie en sécurité ici, mais plus maintenant. Le ministère espagnol des Migrations a ordonné la construction de 7 camps pour accueillir les réfugiés. Dans cette caserne de police, ils sont littéralement parqués, 20 hommes par tente, sans lumière ni douche, comme le rapportent les médias espagnols. La stratégie du gouvernement central sur les îles Canaries est claire. On laisse passer les personnes dites vulnérables vers l'Espagne et le reste de l'Europe. Pour les autres, la consigne est de les refouler vers leur pays d'origine. Grande Canarie. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, au moins 600 migrants sont morts en 2020. Ils tentaient qui m'ont enchaîné, que je devais retourner au Congo, parce qu'il faut savoir qu'il ne m'a pas demandé de retourner en Afrique, où voilà, c'est vaste. Il m'a dit de rentrer au Congo parce qu'il sait que je suis originaire du Congo. C'est-à-dire, il pesait ses mots, il savait de quoi il parlait. Donc il m'a dit que je ne serais jamais chez moi en France, que j'aurais beau faire ce que je veux, je ne suis pas française, qu'il fallait que je retourne mieux manger des bananes dans les arbres au Congo. Enfin, il répétait des phrases et à un moment donné, je ne l'entendais plus en fait. Parce que c'était trop. Je me demandais comment on est passé d'une petite engueulade au travail pour des tickets à l'esclavage. Comment il a pu mettre tout un peuple, toute une histoire, enfin dans
demandé comment il a pu arriver à mettre autant de haine dans ses propos pour une histoire de ticket. Parce que c'est clairement ça en fait, tout est parti d'un ticket, d'un bout de papier. Il a remis en cause mes origines, où je suis née, qui je suis. Il m'a humiliée publiquement. Et tous mes collègues autour de moi, il y avait ma patronne qui était là, pas une seule personne n'a réagi. Donc j'étais seule face à lui. Et j'avais l'impression d'être seule face à 20 000 personnes. Et que lui, on lui disait continue à parler et que moi, on ne pensait pas en fait à ce que je ressentais, en tout cas au moment où il m'insultait. Parce que ça n'était plus des insultes, des gros mots. Ce n'était plus un simple pute, connasse. On peut passer outre. C'était mon histoire, qui je suis, ma personne qui a été atteinte. Et donc là, je ne pouvais plus l'écouter. Pour vous dire qu'il y a des mots qui ont été dits que je n'entendais plus. Parce que dans ma tête, c'était trop. Je n'avais jamais autant été agressée verbalement que ce jour-là en fait. C'était la goutte d'eau. Comme il a déjà pu nous arriver à tous, une histoire de racisme, ou des mots déplacés, des choses qui ne se disent pas, qui blessent, mais qu'on passe outre. Là, c'était vraiment la limite, la ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir, et pourtant il l'a faite. Et quand il le faisait, il était à l'aise. Il savait ce qu'il disait, il mettait toute sa rage. Il m'a menacé de mort, il m'a dit qu'il avait mon adresse, qu'il allait me retrouver, m'envoyer des gens, qu'il allait m'éclater la tête contre le mur. C'est-à-dire il ne s'est pas arrêté en fait, il ne s'est pas arrêté. Et il n'y avait personne pour l'arrêter. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti en fait que c'était un idéal qu'il avait besoin d'exprimer. Et il voulait le dire. C'est comme s'il avait attendu le bon moment. Alors qu'il n'y a pas de bon moment pour dire des choses comme ça en fait. Des choses aussi blessantes, des choses aussi graves. Et je ne comprends pas qu'en toute impunité, il s'est permis de le faire et que personne autour n'a réagi. Personne, j'étais seule face à lui. Africains, en dehors de certains États qui font figure d'exception. En dépit de tous les gisements dont dispose l'Afrique en termes de minéraux, le continent accuse toujours un grand retard sur le plan des infrastructures économiques, du développement et de la santé, comparé au reste du monde. De l'exploitation clandestine à la mauvaise redistribution des richesses, plusieurs facteurs expliquent ce gros du continent africain sur le plan du développement en général. En voici les pays africains les plus riches en ressources naturelles, mais aussi les plus pauvres. Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Ressources de la République démocratique du Congo. La RDC fait partie des États les plus riches d'Afrique en gisement en raison du fait que le pays couvre à lui tout seul 34% de la production du continent en diamants. Le pays fournit également 13% du cuivre produit sur le continent. Fait plus surprenant encore, la valeur des minéraux encore inexploités en RDC est estimée à plus de 24 milliards de dollars. Le sous-sol congolais contient également du coltan, un métal que l'on retrouve dans nos téléphones portables. Les minéraux de la Guinée-Conakry. Autre pays africain réputé pour la légendaire richesse de son sous-sol, la République de Guinée. Les experts s'accordent à dire que la Guinée aurait été l'un des pays les plus riches d'Afrique. Sur le plan économique, n'eût été les décennies de dictature militaire qui ont considérablement freiné son développement. La Guinée couvre à elle toute seule près de 95% de la production du continent en bauxite. L'uranium du Niger. Même s'il est considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la zone CEDEAO, le Niger est de plus en plus sollicité par les grandes puissances mondiales dont la France en raison de ses réserves importantes en uranium. Avec une production estimée à 4 millions de tonnes en 2015, le Niger est devenu le 4e plus grand producteur d'uranium et incontestablement le plus grand producteur en Afrique. Le Niger fournit à lui tout seul 44% de l'uranium africain. Le Niger est aussi une véritable mine d'or car son sous-sol est aussi riche en calcaire, en argent, en étain ou encore en gypse. L'Afrique du Sud et ses richesses. L'Afrique du Sud est sans doute l'un des pays africains qui tire pleinement profit de la richesse de son sous-sol qui contient principalement du diamant, de l'or, du cuivre, de la platine, du charbon et du manganèse. Pour ne citer que ces gisements. À ce jour, le pays de Nelson Mandela reste le premier producteur au monde de platine, de manganèse, de vanadium et de chrome, un métal à ne pas confondre avec le navigateur de Google bien sûr. L'Afrique du Sud est aussi le plus gros producteur d'or sur le continent.
Le Botswana et ses diamants. Le Botswana occupait la première place à l'échelle mondiale du classement des plus grands producteurs de diamants mais a dû céder son fauteuil de leader à la République fédérale de la Russie en 2015. Mais il reste tout de même le premier pays producteur de diamants en Afrique et détient actuellement près de 35 des réserves du continent. Mais à côté de cette matière, le sous-sol botswanais est également très riche en or, en nickel et en cuivre. Le Zimbabwe et ses gisements intarissables. Malgré le gros retard de ce pays sur le plan du développement, il fait partie des États africains ayant les sous-sols les plus riches. Le sous-sol du Zimbabwe est extrêmement riche en calcaire, en zinc, en nickel, en plomb, en phosphate et en cuivre. Après l'Afrique du Sud, le plus gros gisement de cuivre sur le continent se trouve au Zimbabwe, ce qui en fait l'un des principaux exportateurs au niveau mondial. Le sous-sol du Ghana, tout comme l'Afrique du Sud, le Ghana tire également profit des ressources naturelles contenues dans son sous-sol. À lui tout seul, le pays couvre 15% de la production africaine en or. Ce qui en fait le deuxième plus gros producteur du continent juste derrière l'Afrique du Sud. Le sous-sol ghanéen est également riche en manganèse, bauxite et en diamants. Le cuivre de la Zambie. La Zambie est le plus gros producteur de cuivre en Afrique car il assure plus de 65% de la production totale du continent africain. La demande mondiale en cuivre ne cesse de croître, une bonne aubaine pour la Zambie. L'uranium, principale ressource naturelle de la Namibie. Même si le sous-sol namibien regorge de nombreux minéraux, l'uranium reste la principale ressource du pays. La production d'uranium représente aujourd'hui près de 15% des revenus du pays sur une année. L'aluminium au Mozambique. Avec une production estimée à 530 000 tonnes, le Mozambique occupe la 15e place du classement des plus gros producteurs d'aluminium au monde. En Afrique, le Mozambique vient en deuxième position juste derrière. Et face à sa haine, je me suis sentie désemparée. Une fois arrivée chez moi, maximum 2 heures après, je reçois un appel de mon patron. Donc il me demande de lui raconter ce qui s'est passé. Je lui explique qu'il est au courant puisque sa femme était présente. Il me dit qu'il veut entendre ma version. Donc je vous raconte la scène et du tac au tac, il m'explique que c'est son chef de cuisine, qu'il a besoin de lui, qu'il est en CDI, que moi je suis seulement en CDD. Donc le choix est vite fait. Il me dit, tu peux passer demain matin, donc lundi, le lendemain matin, récupérer tes papiers de fin de contrat. Alors j'ai une minute de silence, même si c'était une seconde, ça me paraissait même 1 heure de silence. Et je lui dis non, je ne veux pas. Moi, s'il faut revenir travailler demain, je reviens travailler demain. Mais lui, il doit être viré, il ne doit plus être dans cette entreprise. Après ce qu'il a fait, ça me semblait logique qu'il pense aussi comme ça. Apparemment, je me suis trompée et donc j'ai refusé. Il m'a dit de faire ce que j'avais à faire. Et de là, en fait, s'ensuit un enchaînement d'événements. Il est toujours en poste. Tout va bien pour lui. Et j'ai reçu 3 jours après une lettre de convocation pour un licenciement pour faute grave. Donc je croyais à une caméra cachée. Déjà tout le long de cette dispute. Déjà le samedi, je suis revenue travailler entre-temps, donc tout se passait bien. Ensuite, je me prends des menaces de mort, des injures raciales. Et on me dit que parce que j'ai un CDD, donc je ne vaux rien, clairement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc 3e coup de massue pour au final être licenciée pour faute grave. Et face à sa haine, je me suis sentie désemparée. Une fois arrivée chez moi, maximum 2 heures après, je reçois un appel de mon patron. Donc il me demande de lui raconter ce qui s'est passé. Je lui explique qu'il est au courant puisque sa femme était présente. Il me dit qu'il veut entendre ma version. Donc je vous raconte la scène et du tac au tac, il m'explique que c'est son chef de cuisine, qu'il a besoin de lui, qu'il est en CDI, que moi je suis seulement en CDD. Donc le choix est vite fait. Il me dit, tu peux passer demain matin, donc lundi, le lendemain matin, récupérer tes papiers de fin de contrat. Alors j'ai une minute de silence, même si c'était 1 seconde, ça me paraissait même 1 heure de silence. Et je lui dis non, je ne veux pas. Moi, s'il faut revenir travailler demain, je reviens travailler demain. Mais lui, il doit être viré, il ne doit plus être dans cette entreprise. Après ce qu'il a fait, ça me semblait logique
qu'il pense aussi comme ça. Apparemment, je me suis trompée et donc j'ai refusé. Il m'a dit de faire ce que j'avais à faire. Et de là, en fait, s'ensuit un enchaînement d'événements. Il est toujours en poste. Tout va bien pour lui. Et j'ai reçu 3 jours après une lettre de convocation pour un licenciement pour faute grave. Donc je croyais à une caméra cachée. Déjà tout le long de cette dispute. Déjà le samedi, je suis revenue travailler entre-temps. Donc tout se passait bien. Ensuite, je me prends des menaces de mort, des injures raciales. Et on me dit que parce que j'ai un CDD, donc je ne vaux rien, clairement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc 3e coup de massue pour au final être licencié pour faute grave. Et je crois que jusqu'aujourd'hui que c'est une caméra cachée, qu'on teste ma foi ou que, je cherche à comprendre. Aujourd'hui, je cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne ne soit pas punie. Même si moi j'ai porté plainte contre lui, mais voilà, le temps que l'affaire arrive au procureur, ça prend du temps. Mais dans l'entreprise, comme c'était dans les locaux, ils avaient un devoir de me protéger. Ils me virent. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a basculé dans le c'est pas grave, on le garde quand même, mais toi on te veut plus? Très bien Nadège. Alors aujourd'hui vous êtes entre de bonnes mains.